Non, moi j'ai jamais été dans un environnement entrepreneurial. Ça m'est tombé dessus beaucoup plus tard, Ouais. après ma première expérience post-études en tant que salarié. Donc moi ça a commencé pour moi, j'ai fini mes études à 23 ans, j'ai fait un master, j'ai bossé, ça a commencé pour moi, j'avais 24-25. Mhm. Donc d'abord, t'es passé en mode, t'as commencé en mode salarié. Ouais. Et En après- fait, j'ai fait mes études. Ok. J'ai fait des études d'informatique Mhm. à Caen puis à Angers. J'ai fini mon master à Angers et ouais, je suis arrivé à Paris pour travailler directement. Enfin, j'ai fait un stage et j'ai travaillé quoi. Ok, ok. Et du coup, après, comment s'est fait la transition entre ton travail de salarié et après, comment est-ce que tu es arrivé, par exemple, à te mettre dans le business? Bah, en fait, c'est d'abord déjà c'était la volonté de quitter le milieu du salariat Ok. parce que ça me convenait pas. En fait, le premier jour où je suis arrivé, donc c'était en stage, Mhm. je me suis dit ouais, ça va faire chier quoi. Ça va être long. Le premier jour. Le premier jour, je me suis dit, le premier jour, j'étais content de partir en fait. J'étais vraiment content de partir. D'ailleurs, je suis parti à 6 heures et je me suis pris une remarque pour ça. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, moi, je suis arrivé à 9h, 18h, tu vois. Enfin, Mhm. avec une petite heure pour manger, donc ça fait quand même une bonne journée. Et le mec qui m'encadrait pour le stage me fait, alors que j'étais en train de commencer à ranger mes affaires, tu vois, tu vois, Mhm. tu dis bon, on me dit rien, je commence à ranger les trucs, tu vois, je range mon ordi et tout. Et à ce moment-là, le mec se réveille, il me fait ouais, il y a ça à voir et tout. Il m'avait pas vu de l'après-midi et je lui dis bah ouais, on verra demain. Et je me suis cassé. Et Et ça n'a pas été bien pris? bah, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis pris une remarque en disant ah, tu poses ton après-midi, machin. Enfin, tu vois, je voyais que les gens dans l'open space me regardaient parce que les habitudes de la maison, c'était chez Accenture, donc c'était plutôt ouais, on part, on va dire aux alentours de 20h, tu vois, voire plus quand il y a des trucs à faire. Tu pouvais rester au travail jusqu'à 22h Mhm. sans souci quoi. Et du coup moi, je me suis barré à 18h et ce qui était assez marrant c'est qu'en fait comme je me suis imposé si tu veux à ce moment-là, eh bien en Mhm. fait on m'a plus jamais reposé la question derrière, je suis toujours parti à 18h. Et c'est fou parce que moi je suis arrivé dans cette entreprise avec une amie à moi qui s'appelle Charline Mhm. et on était dans le même master en fait. On est arrivé à Paris on a été pris dans la même boîte et elle a pas du tout eu le même parcours que moi, c'est-à-dire elle terminait à 23 heures, enfin elle s'en prenait plein la gueule et tout. Et le fait que moi j'ai supposé une limite tout de suite en fait fait que ça a pas du tout été re-questionné en fait derrière. Mhm. Et ça n'a pas empêché que bah, quand je faisais une merde, je faisais une merde, ça m'est arrivé de rester plus tard, mais sinon mon travail était tout autant apprécié que celui d'une personne qui partait tard, quoi. Donc en fait, c'est souvent les personnes qui choisissent un peu de rester jusqu'à 23 heures quand on leur impose rien. Si t'es clair dès le début, si t'es... Ouais, en fait, c'est pas clairement imposé. On te dit pas tu vas rester jusqu'à telle heure, mais Mhm. les gens ils rentrent un peu. C'est un peu, c'est un truc insidieux un peu. Les gens ils rentrent là-dedans en se disant ouais, bah moi je veux me faire bien voir. Donc comme les autres restent tard, moi je vais rester tard. Qu'est-ce Mhm. que ça donne du coup? Ça donne que la plupart des gens, clairement, ils n'ont pas suffisamment de travail pour rester jusqu'à cette heure-là. Donc en fait, l'après-midi, voilà, ils vont faire un peu semblant de travailler. Tu vois, ils vont y aller tranquille, tu vois. Ils vont peut-être Mhm. faire, je sais pas, 2 heures où ils vont checker leur Facebook, leur truc, leur machin. Et même moi, en fait, en partant à 18h, j'avais quand même du temps libre pour moi dans la journée. Je me disais, putain, si c'était possible, je partirais tout de suite, quoi. Je Mhm. partirais à 4 heures. Mhm. Et non, non, mais ouais, donc c'est insidieux. Tu vois, les gens ils se mettent là-dedans, puis après, une fois que tu t'es comporté comme ça va être bizarre en fait si tout à coup tu te mets à partir à 5 heures. Mhm. Ouais, c'est Si, vrai. si, C'est du jour au si les lendemain. 2, 3 premiers mois t'es parti à 20 heures voire plus, Mhm. bah, tu pourras pas repartir à 18 heures, c'est impossible. Mhm. Mhm. Donc du coup, t'as été dans cette boîte, t'étais informaticien, c'est ça? Yes, ouais, j'étais, on va dire, si tu veux, dans ces boîtes-là, c'est du consulting, donc Ok. c'est tourné vers c'est de l'informatique, donc t'as des développeurs. Moi, j'ai fait un master, donc j'étais pas développeur, c'est pas chef de projet, je sais pas, j'étais consultant, quoi. Ok, ok, ok. Voilà. Bah, comme plein de gens qui ont fait un master et puis qui débarquent à Paris. Et pour moi, quand même, t'avais cette difficulté parce qu'en gros, j'étais vraiment bien payé quand même. Mhm. Ça fait plaisir quand je sais plus exactement combien je gagnais, mais on va dire dans les 2005, 2006, enfin, je sais pas, un truc net, hein. Un Mhm. truc comme ça, moi, c'était en 2008. Bah, tu vois, c'est mon premier gros salaire, tu vois. Mhm. 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 Donc, c'est difficile de te dire, ok, j'aime pas ce que je fais. Mais en même temps, là je peux avoir un bête d'appart.
Et du coup, comment t'as dealé avec ça? Comment est-ce que t'as composé avec ça? Est-ce que t'as gardé les deux à côté? Par exemple, est-ce que t'as gardé ton 9 à 5 salariés à Non, côté non, ou est-ce ça que s'est pas t'as... passé comme ça. En fait, déjà, je me suis pas posé de questions pendant un an. Ouais, J'étais salarié et j'essayais d'en faire le moins possible, on va dire. ok. J'essayais vraiment de contrôler de sorte à ce qu'on me donne pas trop de travail, mais ce qu'on me donne, je le fais bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mhm. en fait, j'étais vraiment comme ça en train de gérer pour naviguer là-dedans et avoir un maximum de temps libre pour moi. Et dès qu'il était 18 h, je remballais, je rentrais chez moi. Et là, j'avais quand même pas mal de temps pour découvrir Paris. Je Mhm. connaissais pas Paris, donc j'arrivais à Paris, plein de choses à faire, sortir. J'étais assez, on va pas dire fêtard, mais j'aimais bien sortir à cette époque-là. Mhm. Je me suis fait des amis avec qui je sortais, donc moi, je vivais pour le soir et le week-end, on va dire. Ok. Et est-ce que tu penses que tu aurais pu faire tout ce que tu as accompli au jour d'aujourd'hui si tu étais resté là où tu étais avant ou est-ce que c'était vraiment nécessaire de venir à Paris? Avec Internet qui explose et tout. Ouais, ouais, ça a joué un rôle en fait. Ouais? Ça a joué un rôle parce qu'en fait, bah, si tu veux, je sais pas si t'as vu le film Benjamin Button. Non. Non, bon, c'est pas un grand film, mais c'est intéressant à regarder. Tu sais, à un moment donné, t'as une femme qui se fait renverser Ok. par une voiture, et en fait, tu vois la série d'événements qui a mené à ça, en fait. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tu vois, tu te dis, ouais, est-ce que ça aurait pu t'arriver si j'étais pas venu à Paris? Bah non, parce que dans la chaîne d'événements, effectivement, si j'avais pas été à Paris, ça ne serait pas arrivé, en Mhm. fait. Mhm. Tu vois, si j'étais resté dans la ville de chez mes parents, bah, j'ai plein de camarades de collège lycée qui sont restés là-bas, bah, ils font, je sais pas, ils sont tourneurs-fraiseurs, garagistes, Mhm. ils font des métiers comme ça. Et bah, moi, j'aurais très certainement trouvé un métier, voilà, il y a pas trop de tertiaire là-bas, il y a pas de choses comme Mhm. ça, j'aurais pas eu, ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que moi-même, je me suis fait renverser par une voiture. C'est pour ça Ah que je bon, à parle Paris? ouais, du film Benjamin Button. En même temps, ce qui a propulsé le fait, pour moi, de me dire, voilà, ok, c'est pas bon, c'est pas bien ce que tu fais. T'es pas en train de faire un truc avec lequel t'es aligné. T'es Mhm. pas en train de faire un truc qui te correspond. On peut pas dire que j'étais bon là-dedans. Parce que moi, j'ai vu des mecs dans des collègues consultants qui étaient bons là-dedans, tu vois. Et je me suis dit, ok, d'accord, tu vois, tu réalises, tu fais, ouais, moi je suis assez médiocre, je m'en tire bien parce que Mhm. je prends sur moi, je fais attention, mais il y a des gens qui sont vraiment bons et moi ça c'est pas mon truc. Ok. Et ouais, quand je me suis fait renverser par une voiture, je me suis dit, il y a pas moyen que je continue là-dedans en fait. Donc ça a été ça un peu ton moment ah, ton épiphanie où tu t'es dit ouais, stop, Ouais, on change. ouais, mais j'aime pas appeler ça un déclic non plus. Mais Ouais, bon, c'est vrai que ça propulse un peu, ça accélère les choses ça quoi. accélère les choses. J'aime pas appeler ça un déclic parce que je pense que j'y serais arrivé d'une manière Ouais, ou d'une autre. ouais. Et du coup, effectivement, à ce moment-là, j'ai saisi une opportunité qui s'est présentée par la forme d'un ami Mhm. qui lui, bon, il avait déjà commencé à tout essayer de monter un peu des entreprises qui avaient plus ou moins marché, et il est arrivé avec cette idée qui me correspondait de dire, on va créer une société pour donner des conseils aux hommes célibataires. Mhm. C'était le truc, c'était assez quelque chose qui existait déjà. Mhm. C'est-à-dire on n'est pas arrivé sur un marché où on était les premiers à le faire. Il y avait 6 ou 7 concurrents, je sais pas, qui se partageaient le marché. Et nous, on est arrivé avec une approche qui était différente. Mhm. Et du coup, ça a bien marché pour nous. Comment est-ce que vous avez fait pour vous distinguer, pour sortir un peu de la masse? On a fait des vidéos YouTube. Ok, donc c'est vraiment ça qui, en plus, vous avez eu une chaîne Hmm. qui a pas mal explosé et Parce tout. qu'en 2008, c'était pas. Les gens ils disent aujourd'hui, ouais, c'est devenu difficile de se lancer sur YouTube. Non, je suis pas. Alors, c'est plus difficile qu'avant, Ouais. évidemment, puisque effectivement, bah, tu vois, un Norman par exemple, Mhm. tu vois qui c'est Norman. Mhm. Il arrive aujourd'hui, bah, il aurait plus de concurrence sur YouTube. Il aurait un peu plus de mal à percer Mhm. sur YouTube que quand il l'a fait. Ou un Cyprien, enfin tu vois pareil. Mhm. Parce que maintenant il y a plein d'autres types qui sont très drôles, il y a plein d'autres types qui font des vidéos face caméra, il y a Squeezie, machin, et des trucs, donc Mhm. effectivement. Et moi à l'époque, bah, sur mon marché, qui est Mhm. une niche, qui est de dire voilà, on va parler aux hommes célibataires qui veulent faire des rencontres. Mhm. Donc ça suppose aussi un certain âge. Enfin, tu vois, c'est vraiment, tu parles pas à tout le monde. Et ben du coup, il y avait pas tellement de contenu sur YouTube là-dessus. Mhm. Ou alors quand il y en avait, c'était un petit peu fait à l'arrache. Et le fait d'arriver puis de proposer quelque chose, moi ce que j'avais vu, c'était que les gens avaient une approche un petit peu
on veut parler des rencontres, mais c'est underground, il faut pas trop en parler, c'est sale, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. c'est politiquement incorrect. Et moi, je suis arrivé avec l'approche complètement opposée en disant, bah non, c'est tout à fait normal. On fait des rencontres, tes parents se sont rencontrés, et je vais vous montrer comment on fait de manière très simple. Mhm. Et donc, je me suis mis complètement je suis complètement allé à l'opposé de ce que faisaient les gens, puis ça a plu. Donc tu t'es lancé dans ce business et ça a plu. T'as fait pas Mhm. mal d'années et puis Mhm. après tu as arrêté. Exactement. Ok. Simple question parce que tu m'as dit que tu t'es lancé dans ce business avec un ami en quelque Mhm. sorte. Est-ce que sur le long terme avec le recul que t'as, c'est une bonne chose de faire des business avec des amis ou pas? Quels sont les avantages et les inconvénients? Ah, en fait, le choix du partenaire, c'est vrai que c'est pas facile de choisir un partenaire pour monter un business. Et il y a des gens qui vont toujours te dire, faut pas le faire avec des amis, faut pas le Mhm. faire avec la famille. Ce qui pour moi les deux sont, enfin c'est ni vrai ni faux en fait. Mhm. Ça dépend vraiment la personnalité de la personne avec qui tu vas bosser. Donc à l'époque c'était un ami, aujourd'hui mon associé c'est mon frère. Mhm. Donc tu vois c'est ma famille, donc Mhm. c'est pas c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça fonctionne très bien pour nous. Moi, je pense plus ce qu'il faut plus regarder la complémentarité des gens, Mhm. à savoir voilà, moi je vais faire une chose, toi tu vas faire une autre chose que je ne sais pas faire et en ça on va bien se compléter quoi. Mhm. Mhm. Et c'est quand même beaucoup plus facile par contre d'être deux, ça c'est certain. C'est plus facile d'être deux que d'être seul. Ah, c'est sûr et Sur certain. quel point? Bah déjà ça te donne une motivation super. Enfin, quand t'es tout seul, livré à toi-même, tu dois être ton propre chef. Mhm. Là, ça te fait quand même, il y a quand même un contrepoids, où même si la personne c'est ton associé et non pas ton chef, tu te dois de délivrer, tu te dois de faire ce que tu as dit que tu allais faire et ce que vous vous êtes distribué comme travail Mhm. pour cette personne. Mhm. Donc tu vois, ça fait un témoin. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, tu vas dire à un certain nombre de personnes, je vais arrêter de fumer. Tu vois, plus tu vas le dire à un nombre de gens, ou plus tu vas dire voilà, je vais sortir mon album, ou je vais Ouais. faire ça. Enfin, tu annonces en fait. Et donc Mhm. ça permet de plus travailler tout simplement. Et même, tu as un équilibre dans le sens où t'es pas seul à tout gérer, T'as un même regard, mentalement. en particulier quand tu dois faire des choix, c'est plus Ouais. facile d'avoir un Mhm. regard, d'avoir quelqu'un, ou alors pour brainstormer, Mhm. c'est difficile de brainstormer tout seul. Moi, Mhm. je sais que j'ai toujours eu besoin de quelqu'un pour me renvoyer la balle. Tu commences à Mhm. avoir un truc, tu vas le dire à l'autre, lui dire ah c'est pas mal, hop toi ça te redonne une autre idée, etc., etc. Mhm. T'avances beaucoup plus vite comme ça. Yes, yes, yes. Donc du coup, là, nous sommes à peu près l'année dernière. Yes. T'as un business qui, bon, vu de l'extérieur, qui tourne, Ouais, et qui tourne très qui bien, tourne très bien. qui tourne très bien. Et tu prends la décision de passer à autre chose. Yes. Qu'est-ce qui t'a motivé? Eh ben, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Et je Ok. me sentais, si tu veux, j'étais dans la configuration dans laquelle je sentais le plafond de verre en fait, et du coup, nécessité pour moi de repartir tout seul Mhm. et de laisser ça derrière moi. Et je me suis dit, et cette année l'a plutôt bien prouvé que voilà, j'avais appris beaucoup de choses en lançant ce premier business Mhm. pendant 7 ans. Attends, ouais, pendant 7 ans, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis dit voilà, toutes ces leçons que j'ai apprises sur 7 ans, si j'applique tout ça sur beaucoup moins de temps, bah, je vais aller beaucoup plus vite. Ouais. Et moi, j'avais envie de m'ouvrir davantage. J'avais envie non pas seulement de parler aux hommes célibataires, mais de dire voilà, je vais donner des conseils aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux vieux. Mhm. Voilà, il y a pas de. J'avais envie d'ouvrir en fait ce que je faisais. Mhm. Et Mhm. parfois, c'est nécessaire de casser. C'est que tu vois, quand tu veux construire un immeuble, par Ouais. exemple, Ouais. tu dis ok, on va rajouter des étages. Mais parfois, c'est nécessaire, en fait, si tu veux faire un immeuble beaucoup plus gros, Mhm. bah, c'est nécessaire de raser pour pouvoir reconstruire. Mhm. Il Mhm. faut pas avoir peur de faire ça parfois. Donc du coup, t'as changé de nom, enfin, t'as repris ton nom de base. Alors, avant, j'utilisais un pseudonyme, et Oui. donc, du coup, oui, là, j'ai utilisé mon vrai nom, ce qui est beaucoup plus pratique pour moi, Ouais. parce qu'avant, j'avais des gens qui m'arrêtaient dans la rue, qui, m- qui m'appelaient par mon pseudo, puis au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, quand même, ça va loin, cette histoire et tout, et je me sentais de moins en moins aligné avec ce que je faisais, en fait. Ouais. Et du coup, là, c'est beaucoup mieux maintenant. J'aime bien avoir cette honnêteté aussi, voilà, de dire parce qu'avant, je faisais pas quelque chose qui était honteux, tu vois. Mhm. Je me suis,
Ça avait un sens au début de prendre un pseudo quand j'ai commencé, parce que quand tu te lances et que tu dis ouais, je vais prendre un risque, je vais créer. Si jamais ça marche pas, peut-être que je vais avoir envie de retourner travailler, etc., etc. Mais voilà, après quelques années, ça n'avait plus aucun sens. Donc là, je travaille sous mon vrai nom parce que voilà, il y a absolument rien à cacher. Et c'est drôle parce que tu vois, je trouve que tu as un peu une démarche de musicien, tu me fais penser un peu à un David Bowie ou un Prince, tu vois, qui quand ils rentrent dans une nouvelle période de leur vie, un nouveau projet, ils changent de nom ou ils recommencent un peu tu vois, c'est un peu une sorte de continuité, quoi, comme si tu avais, ouais, comme un peu une démarche de musicien. Ouais, puis je pense que ça aide. C'est un peu comme quand tu changes de ville, tu vois. Quand tu Ouais. changes de ville, tu peux te redécouvrir, tu peux te réinventer, parce qu'il faut qu'il y ait un changement en fait, un Mhm. changement de décor, un changement de quelque chose. Et ouais, je pense, que ça aide à la transformation, quoi. Mhm, mhm. Donc là, tu as lancé une nouvelle chaîne, du coup, avec ton nom. J'ai lancé, en fait, si tu veux, j'ai pas qu'une seule chaîne. J'ai une stratégie. Si on regarde ma façon dont fonctionne mon business, j'ai une stratégie qui est sur 3 chaînes. D'accord, il y a les bicheurs aussi, j'ai vu. Alors exactement. En fait, c'est simple. C'est-à-dire que plutôt que de faire uniquement ce que je faisais avant et d'essayer enfin, tu vois, je parlais aux hommes célibataires. Je me suis dit bon, je vais pas arrêter de le faire. Ce serait un peu ridicule puisque les gens me connaissent pour ça. Ils veulent toujours avoir du conseil là-dessus et c'est un truc dans lequel je suis devenu bon. Même on peut dire le plus connu en France pour ça, c'est ces dernières années. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé une chaîne YouTube là-dessus qui s'appelle Les Bicheurs, effectivement, Mhm. sur laquelle je travaille avec d'autres personnes, ce qui me permet de moi quelque part faire une passation de pouvoir, aider aussi des gens qui veulent monter en compétence là-dessus, qui voulaient bosser avec moi. Donc ça se fait tranquillement, ce qui me permet moi de passer beaucoup moins de temps dessus, Ouais. mais de pas non plus lâcher complètement, de pas non plus lâcher complètement les gens qui me connaissaient. Tu vois, j'ai quand même lancé une formation dessus. On a lancé, bah là il y a une dizaine de jours qui marche très très bien. Mhm. Et donc voilà, c'est super. Et moi, ça me permet d'en faire, si tu veux, mais vraiment à petite dose et uniquement faire du pur concentré. Et c'est ce que j'aimais faire avant, quoi. Mhm. J'ai plus tous les inconvénients parce que maintenant on est plusieurs à le faire. Donc j'ai cette chaîne-là, j'ai ma chaîne Yann Piette, donc sous, Mhm. sous mon nom, où là je fais des vidéos, on va dire, qui parlent à tout le monde. Ouais. Voilà. C'est plutôt axé sur l'intelligence sociale. Et si on regarde les vidéos que j'ai fait au début sur ma chaîne, on voit que je me cherchais un petit peu, tu vois, je cherchais le bon format, et qu'est-ce que je vais faire exactement. J'ai fait des vlogs, j'ai fait des trucs, donc c'est normal. En même temps, je relance quelque chose, c'est le début, Mhm. bien malin qui peut dire ce qui va marcher en fait. Mhm. Mhm. Et comment est-ce que tu arrives à gérer 3 chaînes? Et attends, j'ai pas parlé de la troisième, c'est L'Homme Expliqué. T'as C'est lancé une 3 chaîne chaînes en du même coup temps. pour les Yes. femmes. C'est Et comment est-ce que t'as réussi l'équivalent à, je sais pas, féminin faire de ta la stratégie chaîne Les de Bicheurs contenu, pour les à femmes. ne pas Et à ne pas. puisqu'en fait j'ai commencé à travailler avec les femmes, euh, au début je travaillais qu'avec les hommes, puis j'ai commencé à travailler parce que je voyais de plus en plus de femmes qui m'écrivaient pour me poser des questions, parce que Mhm. j'avais un site qui générait du trafic, donc effectivement dans ce trafic il y avait des femmes, ça intéressait, qui venaient lire les articles, qui venaient regarder les vidéos. J'ai commencé à faire des petits articles, des petites vidéos pour les femmes, j'ai vu que ça intéressait vachement, donc j'ai continué dans cette voie. Là j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment mettre un homme dans votre poche, qui sort le 9 janvier chez Hachette. Cool. Cool. Et du coup, j'ai cette chaîne qui s'appelle L'Homme Expliqué, où dessus, pour l'instant, il y a une quinzaine de vidéos, et le site hommeexpliqué.fr qui va avec. Et ça part très vite, ça plaît beaucoup. Et donc ça, je vais mettre plus d'énergie là-dessus dans les mois qui vont venir. Du coup, tu as lancé 3 chaînes en même temps. Yes. Et comment est-ce que tu as réussi juste à, je sais pas, faire ta stratégie de contenu, à ne pas à pas perdre les gens et tout? Bah, en fait, les gens, en fait, c'est, si tu veux, pour moi, une chaîne YouTube égale un public. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parti de ce constat au début, je voulais avoir qu'une chaîne et je me suis dit, ouais, je vais parler un petit peu de tout dessus. Mais en fait, je me suis rendu compte très vite dans les commentaires que, bah, il y a des gens, ils aimaient bien la vidéo 1, 2, la 3, ça les faisait chier. Et après, refais-nous une vidéo comme ça. Donc, en fait, je me suis dit, bon, il faut pas essayer d'avoir un public trop segmenté sur une même chaîne. Il vaut mieux faire plusieurs chaînes et chaque audience va aller chercher. Toi, quand tu vas sur YouTube, par exemple, tu sais que tu vas aller voir la vidéo de telle chaîne de gaming parce que tu as envie d'entendre parler de jeux vidéo et t'aimes la personnalité du mec et l'angle de la chaîne. Ouais. Maintenant, s'il te propose autre chose, ça va te saouler. Ouais. Et souvent, on le voit ça sur YouTube. Tu regardes un truc qui te fait marrer et la fois d'après, le créateur, il a décidé de faire autre chose. Et t'es là, tu fais, ah non, c'est moins bien, tu vois. Donc en fait, je me suis dit, voilà, c'est pour ça qu'il faut séparer. Ok.
Et on verra bien, si tu veux, d'un point de vue business, tu peux te dire ça aussi, tu peux te dire j'en 3 chaînes, on verra bien laquelle va mieux marcher. Peut-être qu'à un moment donné, je devrais mettre tous mes efforts sur l'une, enfin, on sait pas, tu vois. Et du coup, en un peu moins d'une année, ton bilan, comment est-ce que tu as trouvé cette année, cette transition? Bah, je suis super content de mon année. En fait, on a rempli tous les objectifs qu'on s'était fixés, mon frère et moi. On a, qu'est-ce que c'était ces objectifs? Déjà, c'est de revenir à un chiffre d'affaires qui nous permette d'en vivre. Et donc ça c'est chose faite. Alors je suis pas revenu à 100% du chiffre d'affaires que je faisais avant. Évidemment, c'était pas réaliste de le faire parce que j'avais une boîte au bout de 7 ans avec j'avais une chaîne YouTube à 100 000 abonnés. Donc voilà, ça génère un maximum de trafic et beaucoup de ventes du coup. Mais du coup, on a rempli notre objectif de pouvoir redevenir indépendant financièrement et on n'est pas inquiété, tu vois, on n'est pas obligé de se dire qu'est-ce qui va se passer le mois prochain. Ça c'était une première chose et en fait on a réussi à récupérer, à gagner même, parce que j'ai dit récupérer parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent aujourd'hui qui me connaissaient hier, mais beaucoup de gens toi tu ne me connaissais pas. Je t'ai connu parce que je suis tombé sur une vidéo où tu parlais de Greg Guillotin. Exactement. L'analyse. Ouais, tu vois. Et je fais j'aime bien sa façon de s'exprimer, d'expliquer les choses et la morale, parce que je l'ai vu qu'une seule fois, mais je me rappelle qu'il y avait une morale, Ouais. entre guillemets, à la fin. Ouais. Et du coup, ça m'a donné envie de te suivre un peu plus. Ouais. Et tu vois, il y a plein de gens qui m'ont découvert comme ça, cette vidéo-là ou d'autres vidéos. Et du coup, voilà, c'est pas mal parce qu'on a une audience cumulée. On va avoir 30 000 sur ma chaîne principale, à peu près 10 000 et 15 000. Enfin, tu vois, c'est pas mal quand même. Carrément. Alors, il y a sûrement des gens qui sont sur ces 3 chaînes, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Pareil, 10 000 followers sur Instagram que j'ai passé il y a pas longtemps. Donc ça, c'était aussi un autre objectif, c'est d'arriver à un certain niveau d'audience, ce qui est capital quand tu fais quand tu fais des choses comme moi où tu vends des formations, tu vends du coaching, tu vends des formations en ligne. Il faut trouver ton audience, il faut que ton audience te trouve. Et on a réussi à mettre sur le marché différentes formations sur un format que j'avais envie de lancer, qui est celui de la masterclass. Et donc on en a fait 1, 2, 3, 4. On en a fait 4. Social Skills, c'est ça. Et voilà, ça c'est la plateforme sur laquelle je les vends, socialskills.fr. Et donc voilà, il y en a une sur comment devenir plus charismatique, il y en a une sur la PNL, il y en a une sur l'art de la conversation, et il y en a une pour les femmes qui concerne la rencontre amoureuse. D'accord. Et du coup, comment est-ce que t'arrives à bien marketer du coup le développement personnel? Il y a toujours des gens qui sont un peu oui, non mais tu sais un peu comment c'est le développement personnel. Il y a des gens qui sont, c'est assez mitigé, je trouve. Ouais. Les avis sur. C'est vrai qu'en France, les gens on n'est pas encore trop habitués à travailler sur nous. Ouais. En fait, on se dit ouais, on va à l'école. L'école nous apprend ce qu'on a besoin de savoir, et puis après c'est bon, on a plus besoin d'apprendre. Moi, je pense que c'est une connerie. Il faut continuer à apprendre toute sa vie. Et de plus en plus, les gens commencent à s'intéresser à ça. Il y a quand même un véritable engouement depuis. Je dirais que ça a commencé assez récemment finalement. Je pense que si tu vas voir le rayon développement personnel à la Fnac, à mon avis, il y a 4 ans, il y avait beaucoup moins de livres. Mais aujourd'hui, c'est pas rare de voir dans le métro des gens lire des trucs qui sont pour la plupart du temps en anglais d'ailleurs, parce qu'il y a plus de littérature en anglais. En français, ça vient tout doucement, et bon, on a les traductions aussi, mais tu vois des gens avec ça a commencé avec Tim Ferriss avec la semaine de 4 heures. Enfin, tu vois, des choses qui sont ou complètement développement personnel, comme le bouquin d'Al Carnegie, j'en parlais dans une vidéo. Bon, ça c'est un best-seller. Comment se faire des amis. Ouais. D'ailleurs, je trouve que le titre il est mal fait en français. Ouais, normalement c'est ficha comme truc. T'as pas envie de faire. Je l'ai pas vu parce que moi je le lis en anglais. Mais ouais, je trouve, j'aimerais pas qu'on m'offre un livre comment se faire des amis. Enfin, tu vois, ça envoie le mauvais message en fait. Et d'ailleurs, quand tu dis en anglais, c'est How to win friends and influence people. Désolé pour mon anglais. C'est pas la même chose. T'as le côté de win, tu vois, qui est. Je trouve qu'on fait un titre vachement plus positif. Enfin bon, bref, les gens s'intéressent de plus en plus. Après, il y a des gens que ça n'intéresse pas, mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Moi, mon souci, c'est de rencontrer les gens que ça intéresse et d'essayer de leur proposer le contenu le plus pertinent.
Ouais. Et je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est que les gens souvent vont à l'école, mais après, sortis de l'école, ils arrêtent d'apprendre. Et j'ai vu que toi, tu disais que cette plateforme, en gros, c'était pour qu'on t'apprenne ce que t'as pas Ce vu qu'on à t'apprend l'école. pas à l'école, ouais, exactement. Et du coup, quelles compétences, du coup, on t'apprend pas à l'école? Tu m'as parlé de charisme. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu t'envisages de réponse? Par exemple, à l'école, on t'apprend pas, ça pourrait être un sujet de masterclass intéressant, on t'apprend pas à gérer ton argent. Ouais. Moi, j'ai pas eu de cours pour m'apprendre à gérer mon argent, investir mon argent. J'ai appris à le faire sur le tas. Après, il y a des gens sur Internet qui sont bien meilleurs que moi dans ce domaine et qui en parlent très bien. Mais ça, c'est une chose. On te parle pas de tes relations amoureuses. On te dit pas, tiens, ben, ça va peut-être mieux marcher si tu te comportes comme ça dans ton couple. Et on est un peu lâché là-dedans et je trouve que c'est des sujets qui sont hyper. On te parle peu de ta santé, on te parle peu d'entretenir ton corps. Alors ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup plus les gens et on voit qu'en France, les gens s'y intéressent beaucoup. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sais C'est pas. vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous enseigne pas à l'école. T'as parlé de relations amoureuses d'ailleurs. J'aurais voulu savoir, parce qu'on sait un peu quand on est entrepreneur, quand on est un peu en train de bosser sur nous, c'est peut-être pas toujours évident de gérer une vie personnelle à côté. Moi, je pense que Comment est-ce que tu penses que, quel est ton avis sur ça et comment est-ce qu'on peut composer avec ça? En fait, moi, je pense que c'est plutôt sain, en fait, d'avoir une vie, en fait, plus tu vas avoir besoin d'être concentré dans quelque chose. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué déjà il y a quelques années chez mes amis. Plus ils étaient focus sur un truc, je pense à des amis qui ont un business qui est très prenant. Ils n'ont pas monté leur business, mais ils sont dans un univers de la finance notamment, où c'est très prenant. Il y a beaucoup d'heures, beaucoup de stress. Et ben, j'ai remarqué que justement ces gens-là avaient besoin d'un équilibre à côté d'un contrepoids et que ils pouvaient pas enfin tu vois, t'as besoin de rentrer chez toi, t'as besoin d'avoir de l'affection, t'as besoin de pouvoir échanger avec quelqu'un d'autre, parler d'autre chose. Et j'ai remarqué que ces mecs-là se sont mis très vite en relation et ça les a vraiment aidés en fait. Donc je pense que c'est plutôt une chose intéressante qui t'apporte en fait. C'est pas quelque chose qui va te plomber. Et ta question c'était quoi, pardon? C'était comment gérer? Comment gérer? Enfin, est-ce que tu penses que, mais bon, c'est gérable, mais comment gérer La difficulté, je pense que tu vois, la difficulté d'un entrepreneur, quelqu'un qui monte sa boîte, c'est que sa boîte c'est son bébé. Il va y penser tout le temps. Il va sentir, il va sentir qu'il va avoir besoin d'en faire beaucoup plus. Il va avoir envie de faire un nombre d'heures pas possible. Il va se sentir coupable quand il est pas en train de travailler, et du coup la difficulté, je pense qu'elle est dans le fait d'apprendre à débrancher. Elle est là, pour moi, la principale difficulté, de dire, voilà, à un moment donné, mon téléphone, je le prends, je le coupe, il est rangé, il est en silencieux, il est en avion. Là, on est en rendez-vous, je passe la soirée avec ma petite amie, et voilà, ça me permet, moi, de me ressourcer, de me vider la tête, de penser à autre chose, justement pour pouvoir arriver le lendemain avec de l'énergie. Et une envie de travailler, quoi. Ok, donc, il faut juste débrancher, en fait, et donner une place à chaque chose. Il faut donner une place à chaque chose et il faut bien quantifier en fait. Les gens aiment pas faire ça, ils aiment bien faire. En fait, ça c'est un truc que j'ai remarqué, notamment au sujet des relations amoureuses, beaucoup moins au sujet du business, mais en fait c'est un truc, les deux sujets se rejoignent sur ce plan-là, c'est qu'en fait, c'est important de quantifier, et d'observer en fait exactement ce qui se passe. Dans les relations amoureuses, les gens aiment bien se dire ouais, mais c'est naturel, ça doit se faire naturellement. Mais en fait, naturellement, on se laisse aussi déborder par nos défauts, par des traits de personnalité qui nous attirent dans des directions qu'on n'a pas envie de prendre. Et je dirais que le naturel, en fait, fait pas toujours bien les choses. Les choses se mettent pas toujours en place naturellement. On peut avoir cette impression de l'extérieur, mais le naturel, en fait, ce qui nous apparaît comme naturel, en fait, c'est la résultante d'un travail, d'une réflexion. Par exemple, si tu regardes un acteur jouer, tu regardes Gérard Depardieu jouer dans Cyrano de Bergerac, par exemple. Il parle, ça a l'air de couler naturellement, en fait. Il y a un gros travail qui est derrière. Et les gens, les sportifs, par exemple, tu prends Usain Bolt qui court, ça a l'air naturel, mais il a fait des exercices pour en arriver à cette fluidité, en fait. Plein d'exercices, il a décomposé sa foulée, etc., beaucoup d'étirements, etc.
Et donc en fait, cette apparente fluidité qu'on peut avoir, par exemple d'un couple qui marche super bien, mais les gens savent pas ce qui se passe en coulisses. Ils savent pas à quoi il a pensé, à quoi elle a pensé. Dans l'exemple d'un couple homme-femme, mais ça peut être homme ou femme-femme, peu importe. Mais en gros, c'est une bonne chose. Et quand on parle d'entrepreneuriat, on se dit pas je vais faire les choses naturellement. On se dit non, je vais tout réfléchir, je vais tout regarder, et c'est pas une mauvaise chose de le faire pour son couple. De dire ok, combien de temps on va passer ensemble cette semaine, qu'est-ce que je peux faire pour surprendre ma partenaire, qu'est-ce que tu vois, c'est important je pense d'y passer du temps. Ok, donc un peu de plus réfléchir, de pas juste se dire bon on est ensemble et on verra bien quoi. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est que plus tu t'investis sur quelque chose, plus ce quelque chose prend de la valeur à tes yeux. En fait, on a tendance à l'investissement, ça marche comme ça. Nous, on a tendance à penser à l'envers. On se dit c'est quelque chose qui est important. Par exemple, si tu demandes à plein de gens, tu vas prendre des gens comme ça au hasard, tu leur dis est-ce que la santé c'est très important? Ils vont tous te dire oui c'est très important. Si tu regardes leur comportement, pourtant, dans la plupart une grande majorité de ces gens que tu vas interroger ont dans leur comportement, ils font des choses qui auraient tendance à prouver le contraire en fait. Ils disent que c'est très important, mais ils font des choses, bah non, regarde, tu mets du poison dans ton corps, tu fais ci, tu fais ça. Et alors qu'en fait, si tu prends les gens qui passent beaucoup de temps, qui s'investissent beaucoup, je pense aux sportifs, quel que soit le sport, même des trucs, même du curling si tu veux, même de la danse, n'importe quoi, mais et ben en fait fait que ces gens-là du coup vont accorder beaucoup d'importance à leur hygiène de vie. Ouais, ça c'est dans l'autre sens en fait. Et donc toi plus tu vas t'investir sur ta relation, plus ta relation va prendre d'importance à tes yeux. Tu vois, c'est comme une partie de poker. Plus tu mets d'argent sur la table, plus la partie est importante. Donc en fait, si tu te dis ouais, je vais faire les choses naturellement et que tu t'y penses pas et que tu te dis que l'autre va le faire ou l'autre va me proposer quelque chose, et ben en fait finalement, t'es en train de te désinvestir. T'es pas en train de miser avec des jetons de valeur, t'es en train de miser avec des jetons qui valent un centime. Voilà. Et quand tu mises avec des jetons qui valent un centime, c'est très facile de quitter la table. Waouh. C'est vrai. Donc, faut s'investir plus. Il faut s'investir. C'est possible de gérer ses projets, d'avoir pas la folie des grandeurs, mais d'avoir des grandes ambitions, et en même temps d'entretenir une vie personnelle. Non seulement c'est possible, mais en plus ça va aider. Ça va permettre les deux, chaque chose va se nourrir de l'autre en fait. Et un conseil qu'on peut donner comme ça aux gens qui sont entrepreneurs et qui sont en relation, c'est de toujours faire en sorte d'impliquer. Ça peut être une erreur qui va être faite aussi, ça va être de pas impliquer son partenaire ou sa partenaire dans ses projets entrepreneuriaux. On dit entrepreneuriaux au pluriel. Ouais, je pense que c'est ça. Et il faut en parler. En fait, si tu veux, c'est pour que l'autre, parce que ton partenaire ou ta partenaire, c'est quand même la personne avec qui tu passes le plus de temps. Donc c'est la personne qui a le plus d'influence sur toi. C'est beaucoup plus. C'est la personne en fait elle peut vraiment changer ta vie. Pour le mieux comme pour le pire. Donc en fait, il faut s'assurer que ton partenaire ou ta partenaire, ait envie de ramer dans la même direction que toi. Parce que si dans un couple, il y en a un qui part à gauche et l'autre ne le sait pas, il continue tout droit, ou alors l'autre a envie de partir à droite, à un moment donné, ça va se déchirer, tu vois. Et si le couple est pas solide, tu vois, c'est comme un jean Zara, tu tires sur les deux jambes, mais l'entrejambe, elle saute, quoi. Qu'est-ce qu'il trouve fait, Zara? La bouton se trouve? Non, je sais pas, c'est peut-être pas de la mauvaise qualité, j'en sais rien. Je vais rarement chez Zara. Mais ouais, donc en fait, il faut faire en sorte que l'autre soit sur le même bateau que toi. Donc il faut échanger un maximum avec la personne. Pourquoi je fais ça? Dans quel but? À quoi ça va nous servir à nous après? Ça, c'est important. Et puis, toujours penser justement à garder du temps, à avoir des moments de qualité avec l'autre. Moi, je dis que, et ça c'est un conseil que je donne dans mon livre, hein, Comment mettre un homme dans votre poche, mais ce livre, il est à destination des femmes, mais il peut être tout à fait être lu par les hommes. On va dire, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est une amie, mais ouais, c'est un très bon titre, je trouve. Et je l'ai proposé à Hachette et au début, ils m'ont dit, on va faire un brainstorming, puis finalement, ils ont gardé celui-là. Et un conseil donc que je donne dans ce livre, ouais, c'est de quoi qu'il arrive, quand tu sors avec une personne, que ça fasse 1 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, que vous soyez ensemble et tout, tu fais un rendez-vous par semaine. Quand je dis un rendez-vous par semaine, c'est un vrai rendez-vous, comme tu fais au début, tu vois, une vraie soirée, en fait. Où tu vas sortir, faire quelque chose. C'est le minimum syndical pour travailler ton couple. Et cette habitude-là, plein de gens l'arrêtent assez rapidement, en réalité. Tu regardes des gens qui sortent ensemble, ils vont faire ça au début pour séduire la personne.
Puis au bout de 3-4 mois, ils font plus un rendez-vous par semaine. À deux, hein, je parle juste à deux, tu vois. Ouais, un vrai rendez-vous, un vrai Je parle pas de, ouais, il y a une soirée, je dis à ma meuf de venir, ou un Ouais. truc comme ça, où on se greffe à quelque chose. Vraiment, où je veux être avec cette personne et je vais passer un moment de qualité avec cette personne. Waouh. Ok, ok. Tu continues toujours tes sessions de coaching de séduction? Je participe un petit peu, mais beaucoup moins, il faut le dire, même si j'en fais toujours, oui. En fait, si tu veux, moi, je fais beaucoup de coaching individuel, bah, là, comme dans ce bureau, c'est-à-dire que les gens viennent parler d'une problématique. Ça va être des problématiques diverses, soit ça va être des problématiques de couple, surtout pour des femmes qui suivent ma chaîne L'Homme Expliqué. Ça peut être des gens qui veulent monter leur business, Ok. c'est-à-dire qui ont envie de switcher. Ça, c'est un type de coaching que je fais énormément, c'est-à-dire et qui sont les plus challengeants pour moi, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la même position que moi en 2009, c'est-à-dire que je fais un travail qui ne me plaît pas, dans lequel pour lequel j'ai pas de plaisir, je suis pas bon dedans et j'ai envie de faire autre chose, mais quoi? Et donc ça, je fais beaucoup de coaching comme ça. Donc, beaucoup de coaching individuel et je participe à certaines formations effectivement, mais j'ai d'autres personnes qui travaillent avec moi, d'autres instructeurs que j'ai formés moi-même et qui du coup font les coachings sur le terrain, si je puis dire. C'est cool. Où ils vont avec les mecs, faire des soirées, faire des rencontres, provoquer des belles rencontres. Et voilà, comme eux, ils sont en permanence sur le terrain, j'aurais tendance à dire qu'ils sont meilleurs que moi sur le terrain aujourd'hui, quoi. Bah, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais beaucoup de bonnes critiques sur Google et sur les sites, etc., que les gens étaient satisfaits de tes services. Comment est-ce que les gens font pour trouver tes coachings, pour savoir que tu fais ça, puisque je sais que tu communiques pas tant que ça sur les coachings? Bah, en fait, si tu veux, ta communique. Pour moi, ma communication, elle se fait via les contenus gratuits que je crée, en fait. Ok. Des vidéos, des articles, tout ça, enfin, au final, ça s'ajoute, en fait. Toi, tu crées une grosse masse comme ça de contenu gratuit. Alors, au début, quand t'as que 2 vidéos et un article, effectivement, les gens ont du mal à te trouver avec ça, mais quand t'as 150 vidéos et 200 articles, au final, tu deviens très présent. Et il faut réussir à trouver des endroits où les gens peuvent te découvrir aussi. Tu vois, des formes. Moi, je pense à un truc, par exemple, je poste beaucoup sur Quora en ce moment. D'accord. Et parce qu'il y a plein de gens qui vont sur Quora, qui posent des questions, qui regardent ce qui se passe, c'est très intéressant. Et Cool. ça permet de toucher des gens qui m'auraient peut-être pas trouvé autrement. On va arriver sur les questions de la fin, Yann. Yes. J'aurais voulu savoir, là, c'est un peu les questions un peu plus philosophiques, un peu plus utopistes, on va dire. Si tu avais 48 heures dans la journée, qu'est-ce que tu ferais en plus ou en moins? Qu'est-ce que je ferais en plus ou en moins? Bah, je vais te dire, là, actuellement, vu que je travaille beaucoup, c'est simple. Le temps en plus, je le consacrerai directement à mes amis. Ouais. Et à moi. C'est les deux choses sur lesquelles j'aurais envie sur lesquelles j'aurais envie de mettre du temps aujourd'hui. Ok. Parce que c'est important. Et ça participe, tout à l'heure, on a parlé de ton partenaire amoureux, qui doit prendre une place comme ça, qui te permet, toi, de t'échapper de ton truc, mais il y a tes amis, et puis il y a toi-même. Du temps que tu t'accordes à toi-même, comme si tu te l'offrais, en fait. Comme si tu prenais une partie de ton salaire et tu disais, bah tiens, ces 300 euros, ils sont pour moi. Qu'est-ce que j'en fais? À quoi je les utilise? Alors, qu'est-ce que je fais si j'ai du temps pour moi? Ça peut être d'aller me promener, ça peut être d'aller en week-end, ça peut être j'en sais rien, ça peut être d'aller me détendre, d'aller faire un massage. Enfin, j'en sais rien. Il y a chacun utilise ensuite son temps comme il veut, mais ça peut être juste du bien-être, ça peut être même faire autre chose, avoir une passion, Bon, en parlant de passion, j'ai vu que tu écoutais pas mal de musique, j'ai vu que tu avais lu l'autobiographie, voilà, de Kiss. Ah, oui, Voilà. Quels chansons? Je les ai vus en concert, les Tu Stones. les as vus à l'U-Arena? Non, je les ai vus en 2010 à Hyde Park, quand ils sont revenus à Hyde Park pour la seconde fois. Et c'était waouh. Ils sont toujours aussi bons? Bah, en 2010, c'était physique, hein, quand même. Franchement, le concert, il était oufissime. Bah, moi, c'est simple, c'est le meilleur concert que j'ai fait de toute ma vie en termes d'ambiance, enfin, tu vois, je sais pas combien t'avais de gens, mais c'était immense. Moi, j'avais jamais été à un événement avec autant de gens debout. T'es pas dans un stade avec chacun son siège, vraiment, tout le monde est debout, c'était impressionnant, quoi. Donc, Stone vs Beatles, la question se pose pas. Ah non, Stones, évidemment, Stones. Ils sont trop gentils, les Beatles. Okay. J'aime beaucoup, quand même. J'ai pas mal d'albums, j'ai des vinyles des Beatles à la maison aussi, mais je les écoute beaucoup moins que ceux des Stones. Ok. C'est moins la BO de ma vie, quoi. Bah justement, je voulais parler de ça.
Si tu devais choisir qu'une seule chanson, quelle serait la chanson que tu retiendrais pour te définir et celle qui t'accompagne vraiment dans ta vie? En 33 ans, c'est ça, 33? Ouais, j'ai 33 ans. Ok. Waouh, c'est super dur comme question, ça. Ah bon. Et t'as plus beaucoup de temps en plus. Écoute, je regardais, on va faire un truc, je sais pas si on peut voir dans Spotify, Ce que t'écoutes le plus? la chanson que j'ai le plus écoutée. Il y a peut-être une page de statistiques comme ça qui va pouvoir répondre précisément à la question. Ah bah je sais qu'ils te le font en fin d'année, tu sais, pour dire les chansons que t'as le plus écoutées dans l'année. Ouais. Mais après, en général, je ne sais pas. Écoute, c'est mon titre préféré. Ah. Attends, je suis sûr, je vais avoir la teon. Ah bah c'est marrant ça. Ah, ça peut être Laurie ou... C'est pas les Stones en premier. Bah après, je sais pas si c'est vraiment. C'est un titre de Pulp qui s'appelle Like a Friend. Ok. Bah tu vois alors moi il y a une chanson que j'adore de Pulp qui s'appelle c'est sur l'album This Is Hardcore si je dis pas de bêtises parce que ça c'est un groupe que j'adore aussi. Ok. Vraiment vu en concert aussi à l'Olympia et c'est dommage d'ailleurs qu'ils fassent plus de concerts mais c'est mon groupe préféré, je peux le dire ça avec les peut-être même plus que les Stones et il y a 2-3 chansons que j'adore, This Is Hardcore et Fear. Ok. Voilà. Ok, donc ce serait ces chansons-là. Ah bah non, faut que t'en choisisses une. Moi je vais prendre Fear alors. Ok. C'est cool. Parce que ouais, non, cette chanson elle m'a beaucoup marqué, je l'écoute très régulièrement. Ok, pour finir, disons que ce soit le dernier jour de ta vie, dans 100 ans, dans 300, le plus loin possible, bien évidemment, t'as accompli tout ce que tu voulais accomplir, t'as sorti tous les livres, t'as formé toutes les personnes, t'as atteint tous tes objectifs, mais tout s'est supprimé. Il y a plus rien de toi. Il y a plus de Yann Piette, il y a plus de vidéos, il reste plus rien de toi. Quelles seraient tes On s'en fout. Quelles seraient tes 3 vérités? Ouais, bon, mais si t'avais une feuille, ouais. seraient je sais pas, tes 3 vérités, les 3 mots, ton message, ce serait quoi Bah, je dirais qu'au final, en fait, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, en fait. Moi, mes 3 vérités, je sais pas, l'important, c'est les gens que t'as côtoyés et les bons moments que vous avez passés ensemble. Et faut pas attendre d'avoir 70 ans pour se poser la question. Et il faut le faire maintenant. C'est maintenant en fait. Ouais, et ça c'est beaucoup plus important que tout le contenu ou le business que tu peux produire. Parce qu'au final, il y a quand même une chose qui est vraie. Moi j'ai vu mon niveau de vie augmenter et ça fait très plaisir ces 10 dernières années. Mais en fait tu te rends compte qu'à partir d'un certain seuil, bah tu t'en fous quoi. C'est devenu la routine. Ouais, moi je pourrais dire tiens qu'est-ce que je fais samedi, je vais dépenser mon argent, oui mais pourquoi faire? Mais en réalité non, c'est pas que c'est devenu la routine, c'est-à-dire qu'en fait par exemple si tu gagnes 4000 ou que tu gagnes 8000, ton bonheur va pas être multiplié par 2 en fait. L'argent c'est très important au début parce que t'es quelqu'un qui gagne un SMIC, quelqu'un qui gagne 3000, t'es beaucoup mieux à 3000 tu vois. Mais au bout d'un moment en fait, arrivé à un certain stade, bah ok, j'ai plus d'argent, tu dois te poser la question de comment tu vas le dépenser en fait. Moi, je sais que travailler me fait plus plaisir que dépenser mon argent. Et c'est incroyable que t'aimes ce que tu... Le soir, j'ai envie de travailler quand je suis chez moi. Wow. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire des trucs. C'est ce que j'ai fait hier soir. C'est cool. Bah, du coup, c'est un peu difficile de débrancher pour toi. Ouais, mais justement, je me force. Ok. Bon, en tout cas, Yann, je voudrais te féliciter pour ta prise de risque, les risques que t'as pris, parce que tu continues encore à en prendre. Au final, t'es jamais. Il faut toujours en prendre. Voilà, t'es jamais resté dans ta zone de confort. Do each day one thing that scares you. Je sais plus d'où ça sort cette phrase, mais je crois que c'est dans une chanson. Je sais plus j'ai jamais entendu, mais ça me paraît cohérent. Mais il faut continuer toujours, c'est ça. Il y a plein de citations qui vont dans ce sens. Fais chaque jour un truc, faut chercher à se surprendre, chercher à sortir de sa zone de confort, et voilà. C'est comme ça qu'on progresse. Ouais. Et aussi, tiens, te féliciter pour toutes les personnes qui t'inspirent et que tu coaches, parce que tu vois, c'est ça un coach, c'est quelqu'un qui transforme la vie des gens et qui impacte la vie des gens, donc félicitations pour ça. Merci en tout cas. Merci à toi de m'avoir reçu pour ce podcast. Ok, c'est cool. It's over. Ok, cool. C'est bien? On est bon dans ton timing? Ouais, super. Nickel.